Bon je vous préviens, à la fin de cette vidéo, vous allez plus avoir de maison, de voiture ni d'épargne, et il y aura un type hirsute avec un couteau entre les dents à votre porte. Voilà, c'est dit. On va aborder les figures du communisme de Frédéric Lordon. Vouloir aller ailleurs ne suffit pas en soi, on ne va nulle part sans s'être fait avant une idée de la destination. C'est un extrait de l'intro du dernier livre à ce jour de l'économiste, philosophe et surtout penseur de gauche Frédéric Lordon, qui nous expose dans un livre de 270 pages bien tassé tout un tas de propositions bien concrètes sur ce que pourrait être un communisme moderne après avoir exposé très largement pourquoi il fallait se débarrasser du capitalisme et surtout ne pas négocier avec lui. Ce livre intéressera pas mal de gens, à commencer par celles et ceux qui se réclament du marxisme, car ils y trouveront une véritable mise à jour du système marxiste quant au processus historique et à la transition qui doit nous mener au communisme. Je n'en parlerai que de manière allusive, mais les marxistes s'en rendront compte. Les anarchistes et les gauchistes dans mon genre y affronteront de belles matières à réflexion et remises en question, ainsi qu'une véritable possibilité d'alliance parce que Lordon, qui a pu avoir de cinglances parfois plus âpres vis-à-vis des horizontaux dans nos genres, nous propose ici concrètement une place dans son système. Et franchement, je ne cracherais pas dessus si j'étais mes chers frères et mes chères sœurs en Archaos. Enfin, à tous les autres qui se réclament de gauche ou écolo, mais qui n'ont pas les mêmes délires extrêmes que les précédents, vous aurez l'occasion de vous confronter à de véritables contradictions, à de vraies apories, qu'il va vous falloir combattre si vous voulez rester, disons, dans la cohérence de vos principes. Quant aux capitalistes et à leurs alliés, oui, là j'avoue, je ne crois pas qu'ils s'enrichiront de ce livre. Ou alors juste si les arguments de Lordon parviennent à les convaincre de la bêtise de leurs propositions et les ramènent... je n'y crois pas trop. Déjà, au mot bêtise, ils ont dû quitter la page. Lordon, je l'ai découvert tardivement, grâce à certaines de ses interventions à la radio et à la télé. Je trouvais son discours à la fois très instructif et mettant des mots futés sur ce que, en gros, moi-même, je pensais à quelques exceptions près. Et donc, fatalement, comme je suis quelqu'un qui a besoin d'affection, j'ai acheté plusieurs de ses bouquins qui ont grandement nourri mes réflexions et mes analyses sur plein de domaines. C'est pas innocent si je parle d'affection, car Lordon parle beaucoup d'affect dans d'autres livres. Mais bon, pas le temps ici. Dans ses bouquins précédents, j'ai notamment puisé pas mal de matériel sur le caractère libéral et peu démocratique de l'Union européenne, mais aussi sur ce qu'est le capitalisme et sur son caractère tout sauf naturel et tout sauf humaniste. Lordon s'appuie sur Marx bien sûr, mais aussi sur le philosophe Spinoza, ce qui le rend souvent difficile à suivre. Oui, parce qu'il faut le reconnaître, Spinoza c'est pas simple. Et si Lordon est accessible quand il parle et qu'il a un sens de l'humour à froid très séduisant, il est souvent très difficile quand il écrit. J'avoue que pour certains de ses bouquins, comme Imperium ou Capitalisme, désir et servitude, j'ai souvent dû relire plusieurs passages pour les comprendre. Et lire sans comprendre, moi, je peux pas. Alors avant de voir le contenu de ce bouquin, il faut que je vous dise d'où il parle. Frédéric Lordon est souvent considéré comme un franc-tireur de la pensée de gauche en France. Mais attention, Lordon a une vision radicale de la gauche. Une vision insupportable des personnes comme Philippe Corcuff et intenable selon des gens comme Thomas Piketty. Comme le résume très bien Bégodeau dans son intervention de la Midinale en 2017, la pensée de Lordon sur la gauche est la suivante. Il existe un cadre libéral qui englobe économie de marché, capitalisme, finance et un modèle électoral favorisant tout ce bazar dans lequel nous nous débattons. Si vous complaisez dans ce cadre, vous n'êtes pas de gauche. Si vous voulez sortir de ce cadre, alors vous êtes probablement de gauche. Non seulement il est resté férocement marxiste, mais en plus il est radicalement opposé à la fois au nationalisme et à l'Union européenne. Si, c'est possible. Lordon manifeste d'ailleurs régulièrement son désagrément, pour ne pas dire mieux, quand on a le malheur de l'associer à l'extrême droite. Il est aussi un grand admirateur des idées de Bernard Friot, dont il se fait d'ailleurs le défenseur efficace dans Figures du communisme. Il a aussi un sens du débat qui rappelle celui du sociologue Pierre Bourdieu. Il refuse généralement d'être assis face à quelqu'un d'autre que le seul journaliste qui l'a invité. Et puis, il faut l'admettre, ce n'est pas un bon client pour les chroniqueurs libéraux, parce que ses raisonnements complexes réclament et nécessitent de longues tirades dont il maîtrise la syntaxe avec une maestria qui en a plus d'une fois laissé un sur le fondement. Devenu plus rare tant à la téloche qu'à la radio ces dernières années, il est intervenu en public pour soutenir le mouvement Nuit debout et participer à certains événements autour du mouvement des Gilets jaunes. En 2017, il a soutenu la candidature Méluche et dans un article récent sur son blog, il encourage son élection en 2022. Quant aux anarchistes, j'en ai déjà parlé plus haut, moi-même anarcho-communiste, je dois admettre que Lordon a contribué à me faire évoluer sur certains principes. Faire évoluer, mais pas complètement convertir. Au livre maintenant. Lordon commence par remontrer, puisqu'il faut le remontrer, que le capitalisme détruit les existences. Dans ce livre, il insiste surtout sur la question démocratique et sur la question environnementale, assumant que sur les questions sociales, c'est entendu. Et si ce n'est pas entendu, après ce bouquin, attaquez-vous à Capitalisme, désir et servitude. Pour ce qui est de l'environnement,
l'environnement, aucune des solutions venant du capitalisme ne vaut tripette. Il ne faut rien attendre d'un Green Deal, qu'il soit new ou pas, conduit par l'ONU, l'Union européenne ou pas. Lorsqu'on propose quelque chose pour résoudre un problème économique comme celui qui touche à l'environnement, il n'y a que deux possibilités. Soit cela convient au capitalisme, soit cela ne lui convient pas. Si ça ne lui convient pas, il lui fera la guerre à mort. Et bon, ben là, pas de guerre à mort contre les plans actuels de sauvetage de la planète. Et donc, si le capitalisme y trouve un intérêt, c'est que la solution proposée va dans son sens, et donc dans celui de l'exploitation sans limite. Oui, car pour le capitalisme, l'exploitation ne saurait avoir de limite. Autrement dit, si la solution l'arrange, ça ne peut pas profiter à l'environnement. Lordon va très loin dans sa critique du capitalisme prétendu vert, mais aussi du capitalisme prétendument démocratique, et ses arguments valent le détour. En effet, faut-il le rappeler, je cite Lordon, le capitalisme est la capacité acquise et juridiquement consacrée par la propriété privée des moyens de production d'amener la force de travail à un rapport de subordination hiérarchique. Dit plus clairement, le capitalisme génère non seulement de l'inégalité de conditions, mais aussi de l'inégalité de droits. Car si vous êtes salarié, vous êtes en dessous de votre patron. Et donc, démocratiser l'entreprise capitaliste, cela revient à l'illusion qu'on pouvait avoir il y a 2 siècles à la démocratisation de la monarchie absolue. Le capitalisme, comme la monarchie absolue, ne veut pas s'aménager, donc il ne faut rien attendre de lui. En fait, démocratiser le capitalisme, ça ne peut vouloir dire qu'abolir le capitalisme. Et donc, il faut se faire à l'idée que la lutte à venir, que Lordon envisage, ne pourra pas se faire avec celles et ceux qui veulent encore négocier avec le capitalisme. Il va peut-être falloir se compter. Suivent une série de pages détonnantes qui nous interrogent sur l'espoir que pourrait représenter l'Union européenne ou même l'ONU. L'Union européenne. L'Union européenne, vraiment ? L'Union européenne n'ayant pas de communauté réelle, elle ne peut se targuer d'être politique, et donc démocratique, et donc il n'y a rien à en attendre. Oui, parce que pour Lordon, il ne saurait y avoir de démocratie sans politique, ni de politique sans démocratie. S'il y a décision démocratique, il y a forcément politique. Je reviendrai là-dessus un peu plus loin. Sur le côté pas démocratique de l'Union européenne, je vous renvoie à l'essentiel de mes précédentes vidéos sur l'Union européenne, si vous n'êtes pas convaincu. Et si après Lordon, et après ça, vous n'êtes toujours pas convaincu, ben, je sais pas trop quoi vous dire. Si la démocratie de l'Union européenne vous convient, c'est que vous êtes de droite. Mais si l'argument touche pour l'Union européenne, elle reste moins vraie pour l'ONU, car cette organisation n'a pas les mêmes prétentions oiseuses que l'Union européenne. L'ONU, ce n'est pas une organisation économique qui aurait une fausse ambition politique. L'ONU est la rencontre des réalités politiques qui s'expriment par les représentants de chaque État-nation, et où le droit international connaît un espace possible d'expression. Loin d'être parfait, mais réel. Le potentiel de l'ONU est donc intéressant, contrairement à celui de l'Union européenne. C'est peut-être le point sur lequel je ne suis pas en accord avec Lordon. Cela dit, ce n'est pas pour autant que Lordon renoncerait à l'internationalisme. Je dirais même bien au contraire, puisque Lordon entend par internationalisme précisément ce que Jaurès, qui ne cite pas sauf erreur, voyait déjà. L'internationalisme, c'est l'entente entre les nations et non la disparition des nations. Donc, le lieu de l'organisation politique pour Lordon, c'est l'État-nation. Et non, Lordon n'est pas nationaliste. Et non, il n'y a pas de contradiction. Mais on ne va pas en discuter ici, ce serait un peu long. On ne va pas non plus discuter de mon point de vue à ce sujet, c'est pas le lieu. Cela dit, il ne se prive pas pour rediscuter de ce que devrait être l'internationalisme à une époque où on se pose plein de questions sur les voyages et l'empreinte carbone, et ces pages aussi sont à la fois inattendues et utiles. Et avec ça, je n'ai résumé que la première partie du bouquin, qui en comporte 3. Cela dit, ne hurlez pas, je ne dirai que quelques mots sur la 3e partie. Après avoir taillé un costard à ses collègues économistes, qui ne voient dans leur science que l'étude de la valeur d'échange, Lordon commence à nous parler de ce que devrait être ou à quoi devrait ressembler le truc, le système, ce machin qui va remplacer le capitalisme et que lui n'hésite pas à appeler communisme. Parce que, voilà. Il développe la division du travail, les choix de production et donc les renoncements, mais il parle aussi de l'illusion de celles et ceux qui prônent la décroissance sans sortir du capitalisme par exemple. Ceci pour aboutir à une conclusion qui devient évidente quand on arrive à la page 107. Si nous voulons nous libérer simultanément des tyrannies de la valeur capitaliste et de l'emploi, alors nous devrons détruire des institutions caractéristiques du capitalisme, le droit de propriété privée des moyens de production, le marché du travail, la finance. Rien moins. S'appuyant sur les idées d'organisation du travail de Bernard Friot, Lordon avance vigoureusement, se libère du problème emploi et remet le marché et l'argent à sa place. Le marché et l'argent n'ont plus rien à voir avec leur définition capitaliste. Lordon rappelle que le marché n'est à la base que le complément d'une division du travail étendue. Division du travail que Lordon ne jette pas aux orties, bien au contraire. Même si Lordon a un discours bienveillant sur les communautés ZAD et autres organisations horizontales pour lesquelles il éprouve une réelle sympathie, il rappelle que ce n'est pas là que se trouvera l'essentiel de la production de la société communiste. Dès lors, la division du travail reste une réalité à organiser.
Et donc le marché, revu, corrigé et hyper régulé, est toujours bien là. Ensuite, contrairement à ce à quoi on aurait peut-être pu s'attendre, il ne met pas fin à l'initiative privée. Bien au contraire, l'initiative privée s'intègre aux structures du communisme, qu'il remet à jour grâce aux plateformes de production et de distribution qui sont désormais hyper performantes, et qu'il compte bien qu'on se réapproprie dans un projet de nouvelle forme de, attention, gros mot en approche, planification. Ce passage sur les propositions privées, la planification, les plateformes, m'a particulièrement interpellé par sa richesse, mais aussi parce qu'il faisait écho à de nombreuses réflexions que j'avais moi-même couchées sur le papier quand j'imaginais un futur sans capitalisme. Lordon pose ensuite la question de la transition. La bonne vieille question de la transition sur laquelle les anards et les cocos s'empoignent depuis 150 ans pour le moins. Bon, je ne dis pas qu'il résout, mais on avance. Et on arrive au chapitre jouissif intitulé « Fermer la finance ». Sur la nécessité de démolir la finance libérale, pléonasme, Lordon y revient pour celles et ceux qui n'ont pas lu tout le reste de son œuvre et son blog La Pompe à Finance sur le site du Monde Diplomatique. Voici l'essentiel. La finance se voit comme un bailleur de fonds, comme le truc qui avance le pognon nécessaire à l'entreprise. Or, cette avance implique la nécessité de remboursement de la somme avancée, et donc aussi d'un intérêt, et donc la nécessité de la croissance. La finance, c'est THE machin qui implique la nécessité d'une économie en perpétuelle croissance. Conclusion basique apparemment, mais que les écolos qui refusent de remettre le capitalisme en question devraient se mettre dans le crâne. Se soumettre au capitalisme, donc à la finance, c'est admettre et accepter la croissance. Bon, mais alors, quoi mettre à la place de la finance? Lordon appelle ce remplaçant subventionnement, et celui-ci est soumis au principe de délibération politique. Autrement dit, quoi produire, donc quoi subventionner, et surtout quoi ne pas produire, donc ne pas subventionner, est déterminé par une décision démocratique. L'initiative privée persiste donc, mais soumise à la décision démocratique. On ne produira plus n'importe quoi. Précisons que le système proposé par Lordon ne passe pas par un système de centralisation soviétique. Non. Mais par une organisation de caisses économiques multiples soumises, je le répète, à des décisions politiques séparées. C'est ça le coup de force présenté par Lordon, et je dois dire que ça aussi je l'avais dans ma tête d'anard moderne isolé, comme quoi il y a de l'avenir entre kropotkiniens et marxistes. Après un court aparté ici, important sur ce que Lordon entend par politique, il voit dans la politique non pas la popote actuelle des élites isolées dans les parlements et les gouvernements, mais bien l'exercice des délibérations menées par les personnes concernées par le sujet évoqué. Il ne donne pas d'exemple précis ici, ce qui fait que je vous en propose un ou deux de mon cru. Imaginons qu'un projet de librairie soit déposé dans une commune, la caisse de subventionnement locale, animée par des personnes capables d'analyser la faisabilité du projet, mais également par un collège de personnes concernées par le projet, c'est-à-dire des représentants, des commerçants, des habitants du coin et du ou des syndicats des libraires qui englobent la commune. Cette caisse donc donnera son aval, ou pas, sur le projet en question, non seulement sur la faisabilité du projet, mais aussi sur son utilité, le besoin qu'il comblerait. Mettons qu'un tronçon de route doive être refait entre cette commune et une autre, une belle nationale de 40 km, dont l'État se désagrège. Certes, les deux caisses des communes directement concernées seront sollicitées, mais elles pourront faire appel aux caisses régionales, voire nationales, suivant l'importance de la route. Bien entendu, les représentants rassembleraient des ingénieurs, des entrepreneurs, mais aussi toute personne qui pourrait envisager une alternative à la réfection d'une route ou à son aménagement, ou à son remplacement par d'autres idées. Dès lors, toute discussion qui tournerait autour de sa réfection devient bien politique. Et non pas parce qu'il s'y trouve des intérêts de petite politique partidaire, mais parce que les discussions incluraient des arguments logiques, raisonnables, mais aussi passionnés. Les entrepreneurs et les ingénieurs ne seraient pas là pour défendre leurs intérêts professionnels, puisque leurs revenus ne bougeraient pas, mais pour discuter de la faisabilité du projet ou de ses alternatives. Voilà à quoi ressemblerait la politique et donc la démocratie dans le projet communiste de Lordon. Enfin, je n'en suis pas certain, mais c'est comme cela que je l'ai imaginé. Lordon complète sa pensée sur le financement, évidemment, de ces subventions, mais aussi sur l'épargne existante, complètement réformée, et les dettes remises en question, mais aussi sur la publicité qui n'hésite pas à abolir. Ce type lit dans mes pensées, j'en suis désormais convaincu. Il explique aussi pourquoi le luxe et le travail bien fait ne disparaîtront pas, contrairement à ce qu'assènent les tenants du capitalisme qui voient dans le communisme des pénuries de biens moches et pourris et défilent devant des magasins vides dans le froid et la pluie. Lordon n'oublie pas non plus l'art et la littérature, de même que la recherche scientifique qu'il voit avec optimisme. Et de nouveau, je me retrouve dans son discours, parce que moi aussi je pense que les chercheurs ne font pas de recherche pour s'enrichir. S'ils voulaient vraiment s'enrichir, ils ne feraient pas de recherche. Enfin, il fait la peau au principe pseudo-innovateur du risque. GNAP. Voilà.
Lordon voit dans le communisme plus que des valeurs, c'est surtout une vraie promesse et très concrète dans ses pages de progrès, d'efficacité, d'esthétique et surtout de mieux vivre. Dans la troisième partie, qui présente bien des intérêts, Lordon revient surtout sur la riposte inévitable du capitalisme si on s'en prend à lui. On sent clairement qu'il a dû y réfléchir suite à des discussions avec des camarades de la France Insoumise, à qui il souhaiterait bien bonne chance, mais pour lesquels il craint le destin d'Allende. Lordon liste les problèmes auxquels serait tout de suite confrontée une tentative plus ou moins grande de communisme qui démarrerait fatalement dans un seul pays, et notamment la haine accumulée de tous les capitalistes associés au problème de l'autosuffisance. Mais Lordon garde espoir dans les craquements qu'il voit surgir, et je suppose que vous aussi, dans pas mal de régions du monde. Les dernières pages évoquent le problème de la convergence des luttes. Il y a même une sorte de postface écrite par un ami de Lordon qui pose une contradiction à ces dernières pages, et cet ensemble présente une intéressante base de débats. De débats comme Lordon les aime. Je parle d'abord pendant le temps que je veux, puis je t'envoie mon texte, puis tu réfléchis, puis tu prends un texte, puis tu me l'envoies, puis on peut vraiment discuter sur la question amicalement. Voilà. Alors, je sais que pour beaucoup de gens, Lordon, c'est lourd, c'est difficile, c'est inabordable. J'ai longtemps eu le désir de le rendre un peu plus accessible par un travail d'adaptation, mais temps, énergie, courage et compétences m'ont toujours manqué. J'espère cependant que je vous aurai convaincu de l'intérêt de ce dernier bouquin parce que vraiment il est beaucoup plus facile à lire que les précédents. Et surtout je crois qu'il est à la fois plus stimulant tout en restant aussi sérieux que les précédents. Ça fait du bien de lire un bouquin écrit par un vrai communiste assumé comme tel et qui propose une vision moderne, viable, concrète et enthousiasmante d'une vraie alternative au libéralisme. Au capitalisme. Aux deux.